Voilà, écoutez, merci d'être avec nous pour ce début d'après-midi. Vous pouvez descendre un petit peu dans la salle, si vous voulez, il n'y a pas de souci, pour vous rapprocher des intervenants. Sur cette deuxième table ronde, ce matin, on a parlé d'international. Là, on va parler des difficultés de recrutement. Comment sécuriser la production, donc ce qui évidemment intéresse aujourd'hui tous les milieux économiques face aux difficultés de recrutement sur les métiers en tension. Voilà, donc sont présents sur ce plateau Cécile Chattard, qui est responsable du service formation métier à la PAV, Marc Ricci, qui est le directeur général du pôle Optitech, Alexandre Stourbe pour Lab RH, voilà, il arrive, France Selvides, qui est la vice-présidente de la commission emploi formation de Medinsoft, Barbara Aubert pour l'APEC, Benoît Kilikini, chef d'agence de la PAV, Anne-Sophie Paillet, directrice régionale de Camas Formation, Adeline Boissé, consultante chez Start People, et Virginie Thiebaud, qui est responsable régionale des recrutements innovants Pôle emploi. On met un peu de musique, voilà. Donc un panel important d'intervenants en nombre et en qualité. Je vous propose tout de suite, pour vraiment être dans l'immersion, de voir si parmi vous, les personnes qui sont donc dans cette salle, est-ce qu'il y en a qui ont aujourd'hui des problématiques spécifiques en matière d'emploi, en matière d'embauche, et qui voudraient avoir, à l'occasion de cette table ronde, des réponses à des questions particulières? Parce que le prisme de cette conférence peut être extrêmement large. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes confrontés à des problématiques d'emploi, à des problématiques d'embauche, à des problématiques de recrutement? Alors je vais complètement, moi, venir avec vous dans la salle pour qu'il y ait une personne en plus tout près de vous pour éventuellement prendre vos questions. Voilà, parce qu'on est là pour ça. Madame la Présidente. Alors oui, nous, nos problématiques, on en a deux, le turnover et fidéliser nos collaborateurs. Donc on va peut-être commencer par ces deux questions. Alors sur le turnover, qui est-ce qui veut prendre la parole en premier? Qui est-ce qui voudrait s'exprimer et proposer une solution? On attaque avec vous, Cécile, vous êtes responsable du service formation métier à PAV. Peut-être que vous avez des confrontations par rapport à ces questions-là. Vous avez un micro qui est là, si vous voulez. Et nous dire déjà, peut-être présenter ce que fait APAV en matière de formation. Allez-y. Effectivement, bonjour à toutes alors, et à tous. Bien près par contre du... Voilà. Là, c'est bien ouais. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors, je vais présenter. Donc, moi, je suis effectivement responsable du service formation métier à la PAV. Je vais en profiter pour vous présenter qui nous sommes. Et puis, effectivement, j'essaierai, avec l'appui de mes collègues sur place, de répondre à cette question. Alors, nous, à PAV, on existe depuis 150 ans. On est spécialisé dans la maîtrise des risques techniques, des risques humains, environnementaux et numériques. Donc on intervient, effectivement, on accompagne très concrètement tout type d'entreprise, de la PME au grand groupe, aux collectivités. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on aide les entreprises à travailler, à sécuriser en tout cas les biens et les personnes, et à travailler en sécurité, et aussi travailler aussi, de partager et travailler en respectant l'environnement. On a 5 métiers. Notre métier premier, c'est l'inspection. C'est là qu'on a, c'est notre ADN, je dirais. C'est le métier de contrôle et de conformité. Les entreprises en ont besoin. On a un autre métier qui sont les essais-mesures. Donc on fait beaucoup de contrôle, effectivement, d'air, d'eau, etc. Le métier de la certification et de l'assistance technique. Et le métier qui nous réunit aujourd'hui, c'est la formation professionnelle. Voilà. Nous sommes leaders sur la formation réglementaire, mais on a une vraie activité sur les formations, je dirais, professionnalisantes, certifiantes, qui amènent à des diplômes et qui nous permettent aussi, avec les expertises techniques qu'on peut avoir, d'accompagner les entreprises sur la montée en compétences de leurs collaborateurs et puis sur le recrutement de nouveaux collaborateurs. Et on ne le fait pas seul, parce que bien sûr, on a des expertises techniques, mais les acteurs qu'on a là aujourd'hui autour de cette table ronde, ce sont des acteurs avec qui on travaille tous les jours. On a aujourd'hui effectivement une représentante de Start People, voilà, on travaille avec l'intérim, on travaille avec les services de l'emploi, avec les pôles emploi, avec des organismes comme l'APEC, vraiment toutes les missions locales, et tous les partenaires en termes de ressources. Alors concernant le turnover, puisque c'est effectivement le sujet, nous on intervient effectivement dans l'accompagnement, je disais, des formations plutôt techniques. Et l'idée, c'est... alors, nous, on est plutôt sur l'accompagnement, je dirais sur le deuxième, c'est la fidélisation plutôt des candidats, dans le travail qu'on peut faire d'accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment je peux concrètement
faire en sorte que mes collaborateurs continuent à travailler et à s'impliquer dans mon entreprise en étant, tous les jours, qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Nous, là, on a une vraie expertise pour les accompagner, pour faire effectivement ce qu'on peut appeler des diagnostics donc les de poste. solutions concrètes, oui, c'est Les quoi solutions concrètes, ça va être effectivement peut-être de faire un diagnostic de poste, les accompagner, faire une analyse, et puis ensuite, peut-être les accompagner pour qu'ils aient peut-être des modules de formation un petit peu plus techniques ou un petit peu plus adaptés à pour permettre une évolution vers de nouveaux postes. Alors après, en termes de turnover, je ne sais pas si quelqu'un veut peut-être... Oui. Voilà, je vous laisse. Allez-y, je vous en prie. Alors prenez un micro. Je vous laisse aussi présenter rapidement donc, la structure que vous représentez aujourd'hui. Donc, bonjour à toutes et tous. Virginie Thiebaud, responsable régionale du Recruter Autrement à Pôle emploi en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, pour répondre à la question du turnover, elle est vaste, cette question. Pour autant, on a déjà quelques solutions que vous pouvez mobiliser. Donc, du coup, vous avez l'immersion professionnelle. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce dispositif. Aujourd'hui, donc, Pôle emploi a créé une plateforme qui s'appelle Immersion Facilitée. Je vous invite tous à vous y inscrire, puisque sous 48 heures déjà, vous allez pouvoir aller sourcer des candidats qui seraient prêts en fait à faire un vie ma vie au sein de votre entreprise. De manière générale, ces immersions professionnelles, on les fait sous une semaine. Pendant cette période d'observation de votre entreprise, la personne, en fait, le demandeur d'emploi, on va lui maintenir ses allocations chômage. S'il n'en a pas, bien sûr, on ne créera pas d'allocation chômage. Il n'y a pas d'engagement de contrat de travail à votre niveau, mais ça va permettre au candidat de se projeter au sein de votre entreprise, de se confronter un petit peu aux idées qu'il en avait, et vous aussi, derrière, de sécuriser votre recrutement. Au-delà de ça, aujourd'hui, on parle de plus en plus de la marque employeur, des valeurs que vous pouvez porter au sein de votre entreprise. Récemment, donc, Pôle emploi PACA a développé une nouvelle méthode de recrutement basée sur les savoir-être. Donc, c'est un service qu'on a incubé en fin d'année qui nous permet, en fait, à la fois, dans un premier temps, avec notre service régional, de faire une analyse de poste au sein de votre entreprise, ensuite de concevoir des exercices en lien avec les valeurs de votre entreprise, 4 à 6 soft skills correspondant à vos besoins. Et ensuite, donc, du coup, il y a une mise en situation au sein de votre entreprise avec un groupe de 6 à 8 candidats. On va leur lancer des défis. Donc, du coup, il y a 3 à 4 défis effectués au sein de votre entreprise. RH et manager, vous êtes associés à toutes les étapes du recrutement. Et bien évidemment, on sort des critères habituels que sont le CV, la lettre de motivation, l'expérience ou le diplôme, et on laisse toute la place au savoir-être. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile aujourd'hui d'arriver à former des demandeurs d'emploi sur les savoir-faire ou sur les savoirs savants que sur les savoir-être. Donc voilà cette clé d'entrée qui est toute nouvelle. Et on a un service d'ingénierie qui travaille sur tous les métiers en tension, dont les vôtres. Donc on vous invite à nous contacter pour pouvoir le mettre en œuvre. C'est un service gratuit, bien évidemment. Et on en a d'autres, mais je laisserai la parole Oui, on va y revenir sûrement avec d'autres questions. Je crois qu'Alexandre, vous aviez pris le micro, allez-y. Oui, juste pour répondre à la question de Stéphanie. Et peut-être donc l'ABRH. Oui, pardon, oui, l'ABRH. Donc Alexandre Sourbe, je suis le directeur général du l'ABRH. On est une association de promotion de l'innovation RH en France. On fédère des startups et plein d'entreprises autour des sujets du Future of Work. Là, ce que nous a dit Virginie, c'est très intéressant sur le sujet du turnover au démarrage. En fait, c'est est-ce que je sécurise mon embauche et est-ce que cette embauche ne va pas partir dans les 3 mois, 6 mois après son intégration dans l'entreprise. Ça, c'est très bien. La réalité, c'est que le turnover provient souvent au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et il y avait 2 questions, en fait. J'ai un problème avec mon turnover et j'ai un problème avec ma rétention des talents. La rétention des talents résout le problème du turnover. Si je retiens mes talents, je réduis de facto mon turnover. Donc là, il y a plusieurs moyens de pouvoir justement retenir ces talents. Il y a tous les développements de plans de formation, donner du sens aux collaborateurs. Quelle est la mission, les valeurs de l'entreprise? Est-ce que les collaborateurs sont toujours raccord avec ça? Est-ce que l'équilibre de vie pro, vie perso est bien établi au sein de mon entreprise? Est-ce que je développe bien ces compétences? Est-ce que je donne la voix à mes collaborateurs pour qu'ils se fassent entendre dans l'entreprise? Bref, tout ça pour les responsabiliser. Si je mets toutes ces solutions,
toutes ces étapes dans la vie d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, je réduis de facto son risque de turnover. Maintenant, un turnover est naturel dans une entreprise. Et en plus, dans les sociétés de prestations intellectuelles, on sait qu'on est sur des turnovers à 30%, 35%. C'est presque normal. On s'est étonné il y a quelques années de Capgemini qui avait un turnover de plus de 30%, mais c'est logique. Maintenant, on essaie de réduire. Déjà, si on réduit à 20%. Donc moi, je dis que c'est naturel. Et maintenant, on voit aussi des dirigeants ou des directeurs de ressources humaines dans les entreprises qui n'investissent plus un centime sur les sujets de recrutement et d'onboarding. Ils investissent tout leur argent, tout leur budget RH dans l'offboarding. C'est comment, dans un turnover, on ne peut pas retenir, on ne peut pas enchaîner le collaborateur ou la collaboratrice qui veut partir, mais c'est comment enchanter, réenchanter cette fin de vie dans l'entreprise pour donner envie à ce salarié de revenir peut-être 1 an, 3 ans, 5 ans plus tard dans l'entreprise. Est-ce que d'autres intervenants? Oui, allez-y, je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je me présente, Barbara Aubert, je suis de l'APEC. Voilà. Alors l'APEC, juste en quelques mots, on accompagne les cadres actifs, les cadres demandeurs d'emploi et les jeunes diplômés. Voilà, donc tout au long de leur parcours professionnel en fait, voilà, de la recherche du premier emploi jusqu'à la reconversion, le changement de secteur, le changement de métier, les questionnements métaphysiques qu'on peut avoir, voilà, tout au long d'une carrière. Et on accompagne aussi les entreprises dans leur recrutement de cadres. Voilà. Donc Yves a posé la question, qui a des problèmes d'emploi et de recrutement? Moi, j'aurais plutôt demandé qui n'en a pas. Parce que depuis quelque temps, on se rend compte que c'est un problème récurrent. On est sur un marché en forte tension. Alors nous, à l'APEC, on a la déformation professionnelle d'être sur le marché des cadres uniquement. Ça fait déjà quelques années qu'on est quasiment en situation de plein emploi sur les cadres. Maintenant, ça touche aussi le marché de l'emploi d'une façon un peu globale. Donc, depuis, on va dire, 30 ans, le nombre de cadres ne cesse d'augmenter. Ça a été lié à la tertiarisation de l'activité, au tournant numérique. Voilà, ça commence à être un peu vieux maintenant, mais voilà. Et du coup, je vais rejoindre tout ce qui a été dit, hein, parce que je ne vais pas innover beaucoup. Vous avez dit beaucoup de choses très importantes. Les entreprises, elles doivent travailler leur attractivité. J'ai envie de faire un lien aussi avec les attentes des cadres, et notamment des plus jeunes d'entre eux, puisque c'est exacerbé chez les moins de 35 ans. Il y a de nouvelles attentes par rapport au monde du travail. Je pense que vous l'avez tous vécu, vous y avez été confrontés, et peut-être que vous-même, vous avez de nouvelles attentes. Donc il y a des attentes à la fois d'un environnement de travail plus souple en termes d'horaire, le télétravail, etc. Il y a aussi des attentes sur la responsabilité des entreprises. Et donc, ça me permet de faire une transition avec le verdissement des métiers. Voilà. Alors, on a une étude qui a été faite par l'APEC. Vous pouvez la trouver sur le site APEC Corporate, là où vous pouvez trouver d'ailleurs toutes nos études. Je vous invite à les lire, même si parfois c'est un peu long, j'avoue. Donc, aujourd'hui, finalement, une des attentes des cadres, ça va être aussi d'aller vers une entreprise qui a envie de se verdir. Je ne sais pas si je peux utiliser ce mot-là. Alors, on connaît les métiers verts, il y en a quelques-uns, mais il y a les métiers verdissants. Et les métiers verdissants, c'est un peu comme quand il y a eu la transition numérique, il y avait finalement les métiers qui étaient vraiment liés au numérique, par exemple un développeur web, mais finalement, la transition numérique, elle a impacté tous les secteurs d'activité, elle a impacté tous les métiers. C'est-à-dire qu'un comptable, il y a 20 ans, ses missions, ce n'étaient pas les mêmes qu'un comptable aujourd'hui, parce qu'il y a eu le tournant numérique entre les deux. Et bien, le verdissement, c'est la même chose. Et est-ce que ce verdissement, il va permettre, si on le met en place, de résoudre les problèmes qui ont été posés dans la question, c'est-à-dire les problèmes de turnover et de fidélisation? Si je verdis mon activité, est-ce que j'ai plus de chances de garder mes collaborateurs? Alors, je ne suis pas sûre que ça va régler tous les problèmes, hein, parce que de toute façon, quand on en règle un autre apparaît. En tout cas, ça peut être aussi un axe de travail pour les entreprises. C'est-à-dire que les cadres, aujourd'hui, quand on les interroge, ils ont envie d'aller vers une entreprise responsable. Voilà, on parle de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises. Ils ont envie d'aller vers une entreprise qui se pose des questions sur la transition écologique et environnementale. Et on voit d'ailleurs, nous, dans nos offres d'emploi, qu'il y a plus de... En 2-3 ans, c'est 20% d'offres en plus qui, dans le texte,
fait appel à des compétences en développement durable, etc. Ou en tout cas, si ce n'est pas une compétence, à une appétence, à une envie. Voilà. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres qui se questionnent sur le sens de ce qu'ils font, sur l'utilité de ce qu'ils font et qui ont envie d'aller vers une entreprise aussi qui est soucieuse de ça. Voilà. Oui. Je peux réagir en étant un peu provoque sur ce sujet. J'adore la provocation. Allez-y. Non, mais vous avez entièrement raison. Simplement, il y a deux choses. Alors, il ne faut pas verdir son entreprise juste pour la verdir, pour attirer du talent. Il faut être raccord aussi. Hein. Si on n'a pas envie de verdir son entreprise, ça ne sert à rien de mentir sur le marché, ça peut se retourner contre vous. Et deuxième chose, en 2023, les choses changent un tout petit peu. Là, on voyait en 2021-2022, en effet, 64%, je crois, des personnes qui rentraient dans l'entreprise étaient prêtes à quitter leur entreprise parce qu'elles n'étaient pas engagées dans une transition écologique. Il y a eu l'inflation entre-temps. Et aujourd'hui, le critère numéro 1, c'est le salaire. Il y a 2 ans, 1 an, le critère numéro 1, c'était justement le sujet de la transition écologique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc après, c'est très difficile pour les entreprises. Il faut surfer aussi sur toutes les tendances et sur les attentes des candidats. Et aujourd'hui, vous pouvez dire, OK, je suis hyper engagé là-dedans, mais si le salaire n'est pas à la hauteur, les gens ne viendront quand même malheureusement pas dans l'entreprise. On va poursuivre le débat, mais est-ce qu'il y a d'autres questions sur des sujets Est-ce que je peux juste abonder une toute petite minute? Allez-y, 1 minute, voilà. Et puis après, je passe la parole ici. C'est pour abonder, puisqu'effectivement, le salaire est toujours en première position de l'intérêt des cadres pour un poste. Voilà. Ça, c'est vrai. Et j'abonde sur une deuxième chose, c'est le verdissement, c'est comme la marque employeur. Si c'est que de la com, à un moment donné, ça va vous retomber dessus. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une vraie volonté derrière. Oui, alors j'aurais une question. En fait, vous parlez d'un cas concret. Je suis chef d'entreprise. Il me manque de la main-d'œuvre. J'ai besoin d'électriciens aujourd'hui. Je sais qu'il y a différents canaux auxquels je peux m'adresser. Concrètement, c'est quoi la solution la plus efficace pour trouver la compétence souvent peu qualifiée ou pas qualifiée, la former de manière efficace dans un calendrier qui correspond à mon besoin. Est-ce que quelqu'un peut réagir sur le sujet ? Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Adeline Boissé, je suis consultante chez Start People. Donc, pour vous faire un peu... vous présenter Start People en quelques mots, on fait partie du groupe Recrute, donc, qui est un groupe international. C'est le même groupe que auquel fait partie Indeed. Je pense que tout le monde connaît Indeed. Donc nous, on est présents donc en France principalement. On a plus de 235 agences. Moi, je représente aujourd'hui l'agence de Manosque, donc pas très loin d'ici. Donc pour répondre à la question, comment ça se passe quand si vous voulez, nos clients font appel à nous, ils ont besoin de personnel en urgence. Là, typiquement, des électriciens, c'est un des métiers rares chez nous et qu'on recherche beaucoup. Mais malheureusement, les électriciens confirmés, il n'y en a pas, donc on est obligé de les former, justement. Donc, comment ça se passe ? Un client a un besoin urgent sur son chantier d'électricien. Il faut qu'il trouve une solution rapide. La première chose à faire, c'est d'appeler les agences d'intérim. En termes de réactivité, je pense qu'on est quand même pas mal. Donc nous, après, ce qu'on va faire, c'est recruter des personnes qui soit ont envie d'avoir une évolution professionnelle, qui ne sont pas du tout de ce métier-là et qui veulent faire une reconversion, ou des personnes qui ont passé un diplôme mais qui n'ont pas la pratique que nos clients vont rechercher. Donc on va recruter ces personnes-là et ensuite on va faire appel à des centres de formation pour créer des formations vraiment sur mesure. Merci. Donc on fait le point avec nos clients sur typiquement de quoi ils ont besoin, de quel type de profil, de quel type de compétences, de formation. Et ensuite, on va se mettre en partenariat avec les centres de formation. Et du coup, je donne la parole à Benoît. Merci. Donc Benoît Kidikini. Donc moi, je suis vraiment du côté opérationnel. Hein. Je suis responsable d'un centre de formation à Sainte-Tulle, qui est un territoire, donc le territoire manosquin. Donc nous, typiquement, qu'est-ce qu'on fait quand on est organisme de formation ? On récupère les besoins de l'employeur, les besoins de l'entreprise de travail temporaire, et on définit un parcours de formation le plus adapté, on va dire, pour répondre au résultat final. Adapté à quoi ? Alors déjà, au format de formation auquel l'on peut réaliser. Donc là, dans ce cas précis, on parle d'une POEC, donc d'une préparation opérationnelle collective à l'emploi.
Donc c'est des formats courts, de moins de 400 heures. Et donc l'objectif, c'est de monter un parcours de formation adapté du point de vue technique pour que les stagiaires, au bout de 399 heures de formation, sortent et soient employables par une entreprise de maintenance ou de chantier. Donc c'est ça l'objectif. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va dire qu'on prend vraiment en main le cahier des charges du client avec les missions qui seront confiées aux salariés et aux collaborateurs une fois la formation terminée. Et avec nos équipes pédagogiques, on fait en sorte de trouver le meilleur compromis entre la durée de formation et la montée en compétences techniques. Et de par votre expérience, ça prend combien de temps? Parce que le titre de cette table ronde, c'est comment sécuriser la production. Donc je suppose que sécuriser la production, ça veut dire essayer d'embaucher ou de recruter assez vite. Là, typiquement, vous avez une demande au début janvier. Les 10 stagiaires sortent à la fin du mois de mars. Ils sont employables à la fin du mois de mars. Alors après, bien sûr, ils n'ont pas les qualifications pour être des chefs d'équipe, mais par contre, ils ont tout à fait les qualifications pour entrer dans une équipe et être opérationnels. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de repasser la parole au panel sur ces sujets d'embauche? Je peux juste allez-y. compléter? Oui, bien sûr, allez-y. Donc pour cet exemple précis de recherche d'électricien, donc soit vous êtes très agile en tant que recruteur et vous pouvez aller sur votre espace recruteur et vous créez une alerte. On a la plus grande base de données à Pôle emploi et donc du coup vous pouvez recevoir à tout moment des profils avec les critères que vous aurez définis sur votre espace recruteur. Soit vous êtes un peu moins agile avec les outils numériques. Et effectivement, après, il y a une multitude de partenaires, bien évidemment. Il y a, je dirais, 2 points qui sont importants. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de rédaction d'offres attractives. On parle de marque employeur. Il faut que ce soit retranscrit, quel que soit le canal que vous allez utiliser, dans les éléments de fond de l'offre d'emploi qui seront diffusés. Quels sont les avantages de l'entreprise? Quelles sont vos valeurs? On parlait de salaire tout à l'heure, est-ce qu'il y a un système de primes, de variables? Voilà, comment attirer aujourd'hui les talents? En dehors de cela et des profils qualifiés, on le sait, il y a 85% de difficultés de recrutement aussi sur ces métiers. Il y a une réelle inadéquation entre les profils et les besoins des entreprises aujourd'hui, avec aussi ce phénomène de reprise économique et puis à la fois post-Covid de personnes qui souhaitent se reconvertir aujourd'hui et qui restent peut-être pas toute leur vie au sein d'une entreprise. Et donc toujours pour répondre à ce besoin d'électriciens, nous avons aussi la méthode de recrutement par simulation. Je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais c'est une méthode qui a été brevetée par Pôle emploi, une méthode efficace depuis de nombreuses années. Et sur un système d'analogie, on va aller détecter les habiletés des candidats qui n'auront pas l'expérience, pas le CV, pas le diplôme, mais par contre qui seront en revanche motivés pour intégrer votre entreprise. Après, on passe la main sur la formation. Il y a moult dispositifs de formation. Vous en avez parlé, il y a la POC, mais il y a aussi tout un système d'action de formation préalable au recrutement ou de nombreuses formations que financent aujourd'hui aussi Pôle emploi et les partenaires. Voilà. Alexandre? Oui, juste pour compléter, en fait, on se rend compte qu'il y a toujours un point bloquant, ce sont les managers dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place tous ces systèmes de recrutement qui permettent de recruter des profils dits atypiques. C'est pas du plug and play où je vais chercher chez le concurrent exactement la bonne compétence. Mais ce qui freine souvent, ce sont les managers qui se disent ouais, non, mais moi je veux avoir la bonne personne au bon moment. Donc il y a toute une conduite du changement à opérer au sein des entreprises. Je vais donner un exemple. Alors c'est pas du tout des électriciens, mais je donne toujours ce même exemple. C'est une entreprise dans la pharmacie ou parapharmacie au fin fond de la France. Ils avaient une pénurie pour recruter. Ils n'arrivaient pas à recruter des opérateurs sur leur chaîne. Et ils se sont dit, attendez, on va se poser la question, et c'est les managers qui se sont posés la question, de quoi fondamentalement avons-nous besoin, indépendamment des compétences techniques de ces personnes? Ils avaient besoin de gens qui se lèvent tôt, ponctuels et habiles de leurs mains. Coup de chance, sur la région, il y avait des boulangers, des pâtissiers qui avaient du mal à trouver du boulot. Eh bien, ils ont un boulanger, un pâtissier, il se lève tôt, il est habile de ses mains, et il est ponctuel. Donc parfait, match complet. Mais pour opérer ça, il faut que les managers soient hyper ouverts à intégrer ce type de profil. On peut mettre des formations, etc. Mais si le manager dit « Ok, 3 mois de formation, ce n'est pas suffisant pour moi, parce que je veux quelqu'un de 3 ans d'expérience »,
ça ne marchera jamais. Hein. Et là, on parle de turnover, et vous avez un gros turnover derrière. Alors, les gens qui ont avec eux des adhérents, qui cherchent à leur rendre des services, est-ce que vous pouvez intervenir sur ce sujet? À la fois France, bien sûr, pour Medinsoft et Marc pour le pôle Optitech. On commence peut-être par France. La détermination, j'allais dire, que vous avez aujourd'hui au sein de Medinsoft de dire mais il faut vraiment qu'on prenne en charge cette question de l'emploi pour nos adhérents. Qu'est-ce que vous inspire ces premiers échanges et quelles sont les solutions dont vous avez besoin pour les personnes qui sont aujourd'hui des adhérents de Medinsoft? Merci Yves. Oui, Medinsoft, nous avons une commission qui s'appelle Emploi Formation. Nous sommes là depuis 20 ans pour aider nos adhérents, mais tout notre écosystème, et le fédérer, comme l'APEC, comme le Pôle emploi et tous ces gens qui sont sur ce plateau, pour aider les entrepreneurs dans cette transition digitale et aussi écologique. Et on est un peu un ticket d'entrée parce qu'on a aussi des gens de notre OPCO, par exemple. Donc, nos entrepreneurs peuvent nous poser une question, mais qu'est-ce que je dois faire, par où je commence? Donc, on essaye de leur donner les clés, les premières clés pour recruter tout type d'emploi, en commençant par aller consulter l'OPCO, à laquelle ils appartiennent. Il y a des diagnostics RH qui existent, qui sont mis à disposition. Et puis après, on a un centre de ressources et de partage de différents outils que vous avez cités, je vous remercie, parce qu'en effet, même ce qui a été dit tout à l'heure, le dirigeant général, il ne sait pas par où commencer. C'est compliqué pour lui. C'est une urgence d'assurer son développement économique, mais également aussi d'assurer le plus bas taux de turnover dans son entreprise. Moi, professionnellement, j'ai été confrontée à ça toute ma carrière. 100 personnes, il fallait qu'il y ait tout le temps quelqu'un sur le terrain. On ne veut pas perdre des talents. Et aujourd'hui, les talents sont très volatiles. Il faut les engager, mais il faut les engager dans la durée, et il faut les alimenter. Donc, deux choses. Oui, il faut savoir en tant que manager ce dont j'ai besoin, mais il faut aussi se tourner vers le candidat et nos salariés pour leur demander ce dont ils ont besoin. Et on va grandir ensemble dans leur parcours. C'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui pour les fidéliser. Je rebondis à la question de turnover et fidélisation. Donc, on permet dans le temps de dire, voilà, il y a des bonnes pratiques au sein de notre commission. On n'a que des petits ateliers de partage sur les compétences douces et qu'on appelle les soft skills dans le jargon anglo-saxon. Mais aussi, on a des déploiements sur le recrutement, sur l'attractivité de ces collaborateurs. Et notre vocation, c'est aussi de sensibiliser aux métiers du numérique, parce que ces métiers en tension aujourd'hui que l'on retrouve, il y a des nouveaux métiers qui existent en permanence et l'entreprise veut être attractive. Donc tout est lié. Il faut avoir une véritable stratégie de recrutement aujourd'hui dans les entreprises. Et bien sûr, nos salariés attendent des conditions de travail nouvelles. Ce n'est pas juste un mot à la mode de la QVT, mais ils attendent à travailler dans de nouvelles modes opératoires, pas que de le télétravail, enfin voilà, tous ces sujets qui sont connexes. Et donc on est là pour aider et partager toutes ces ressources au sein de la commission emploi-formation. On reviendra sur ces questions pour savoir notamment comment vous avez évolué, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements autour de Medinsoft qui ont été créés sur l'emploi et sur lesquels il y a peut-être eu depuis quelques mois ou quelques années des évolutions justement par rapport aux attentes notamment des salariés. Chez vous, comment ça se passe au pôle Optitech, Marc, puisque vous avez vous aussi de nombreux adhérents de tailles très, très différentes. Un mot peut-être sur le pôle et puis nous dire où vous en êtes aujourd'hui en matière d'emploi. Donc 2 mots sur le pôle. Donc déjà bonjour à tous. Donc c'est un pôle de compétitivité technologique. Et avec un réseau qui s'étend de Pâques qu'en Occitanie. Et tout ce que j'entends là, effectivement, on l'entend de nos adhérents avec, on va dire, 2 facteurs aggravants. Le côté innovation, donc nous sommes un pôle des entreprises innovantes, et pour certaines d'entre elles, donc le domaine d'activité. Et donc quand on parle d'entreprise, en particulier dans le monde de la défense, par exemple, dans le monde de la sécurité, l'embauche, enfin les phénomènes d'embauche sont encore plus compliqués, de par, en tout cas... c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais en tout cas, dans le temps, le peu d'attractivité de ces métiers. Donc du coup, l'idée avait été, depuis assez longtemps, de mettre en place des systèmes, alors pas tellement d'embauche, mais surtout de formation au niveau des entreprises, en utilisant donc des outils que les pôles, en tout cas le nôtre, maîtrisent bien, qui sont des outils numériques,
qui sont des outils d'aide à la formation, d'aide à l'entraînement. Et là, on parle surtout de métiers donc de production, donc des métiers avec des tâches répétitives, relativement simples, mais qu'il faut absolument assimiler avant de lancer quelqu'un sur une ligne de production. Donc l'idée de pas mal de boîtes qui avaient eu ces problèmes, c'était de rapidement introduire ces outils-là au sein de leur structure interne pour que la formation déjà se fasse par l'interne, donc avec des gens ayant la compétence suffisante, pour que petit à petit, donc le salarié embauché, donc qu'il soit jeune ou moins jeune, donc puisse acquérir un métier, donc j'allais dire sans avoir l'impression d'être formé. C'est-à-dire que naturellement l'outil l'amène à un certain nombre de compétences et le sécurise. Donc quand un salarié, un opérateur, un technicien commence à toucher donc des machines qui font plusieurs centaines de milliers d'euros, voire quelques millions, avant de mettre la main sur la machine, il faut bien comprendre qu'il va passer du temps en amont. Et la meilleure façon de la passer, c'est de les passer sur des outils numériques qui va l'entraîner, un peu ce qu'on fait comme un jeu ou des systèmes que tout le monde connaît. Et une fois qu'il est sorti de là, donc il va être à un niveau suffisant, avec un niveau de confiance pour être opérationnel relativement rapidement. Donc oui, ces questions existent. Il faut aussi dire qu'elles sont extrêmement anxiogènes pour les chefs d'entreprise. Donc l'embauche, c'est quelque chose qui terrorise beaucoup de monde. On l'a fait, et même en l'ayant fait plusieurs fois, des dizaines de fois, des centaines de fois. Donc chaque nouvelle embauche est un nouveau challenge. Et je vais rebondir pour juste une chose, et vous passez la main justement, j'ai clin d'œil. Dans la stratégie de recrutement, c'est aussi, ce dont tu parles, c'est innover et savoir innover pour son entreprise à travers le recrutement. Et par exemple, on a un très beau témoignage, je crois, sur l'apprentissage, mais aussi, par exemple, Made in Soft, on est très proche des alternants. Hein, donc l'alternance, c'est un gros chantier, mais pas que, il y a l'apprentissage. Merci. Enfin, voilà. Donc, bonjour à tous, Adrien Hersession du centre de formation APAF Camas Formation. Donc, moi je suis coordinateur du pôle B2B, donc les questions de recrutement auprès de nos clients, on est concerné. Aujourd'hui, si je peux dire, l'apprentissage, dans ce contexte un petit peu de réindustrialisation, le fer de lance de l'État passe par l'apprentissage. Aujourd'hui, l'apprentissage, qu'est-ce que c'est ? C'est un contrat ayant les mêmes caractéristiques qu'un CDD, donc une date d'entrée avec une date de fin pouvant varier de 6 mois à 3 ans. Mais aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant avec l'apprentissage, c'est justement tous ces avantages qui sont mis en avant pour l'apprentissage, c'est-à-dire une formation gratuite et rémunérée pour l'employé. Pour l'employeur, il permet de constituer un vivier de candidats et permet une embauche aussi en confiance à l'issue de la formation. Nous, le centre, le CFA, s'inscrit aussi aujourd'hui comme un partenaire réel en étroite collaboration avec la société. Donc on va venir accompagner et sécuriser aussi un petit peu ces profils durant toute la durée de la formation, donc qui peut varier, comme je vous ai dit, de 6 mois à 3 ans. Et on va venir nous apporter cette qualification à des personnes qui sont inexpérimentées sur ce domaine, et nous sommes là pour ça. Et aujourd'hui, le CFA est un moyen pour les sociétés qui va vous aider à recruter, sécuriser aussi l'emploi. Et le plus important, c'est aussi tous ces dispositifs qui aident à l'emploi et à l'embauche. Il ne faut pas oublier que l'État a mis en place aujourd'hui une aide exceptionnelle à hauteur de 6 000 € par contrat embauché et qui vient aussi soutenir l'emploi et le recrutement. Ce qu'on peut dire dans ce domaine-là aussi, c'est que la libéralisation un petit peu de l'apprentissage, puisque maintenant une entreprise peut créer son CFA, et aussi pouvoir former par le biais de l'apprentissage, permet aussi de mixer les publics. Nous, on a des exemples concrets. Vous parliez de la production, par exemple. On a un cas concret. On travaillait sur une région, le Lot-et-Garonne, Maître Pruny, vous connaissez peut-être cette marque-là. En tout cas, une grosse difficulté de recrutement sur un métier de conducteur d'équipement industriel. Et une difficulté de recrutement, mais pas se fermer les portes en se disant l'apprentissage chez des jeunes de moins de 29 ans, mais aussi, si on a des candidats, on prend effectivement les profils qui sont là, pas forcément besoin d'avoir des qualifications spécifiques, mais au moins d'avoir effectivement ce qu'on dit les soft skills, c'est-à-dire être là le matin, être là pour, être investi, motivé et présent chaque jour.
Et donc, on a effectivement accompagné cette entreprise avec, entre autres, le travail temporaire, dans le recrutement d'une dizaine de candidats. Et dans ce groupe-là, on a des gens qui ont une cinquantaine d'années, qui sont dans le cadre d'une reconversion, d'autres jeunes. Et ça permet aussi la mixité, ça permet aussi de créer, je dirais, une communauté, de travailler sur ces métiers-là. Et en plus, au cœur des territoires. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de se déployer au pied de l'usine. Monter un centre de formation, comme le disait Benoît tout à l'heure. Voilà, on est pendant 3 mois au cœur de l'usine. On vient avec nos équipements. On forme sur cette thématique en ayant vraiment travaillé en amont le besoin du client, le travail avec l'encadrement, le management, pour être vraiment sûr de ce dont on a besoin. Et après, on s'appuie sur tous les partenaires qu'on peut avoir pour trouver la meilleure solution. Mixer les financements publics, mixer le recrutement par le contrat de pro, par l'apprentissage, voilà, et de se dire, voilà la solution. Et l'idée, c'est demain que ces personnes-là, et on a des cas concrets, ils sont embauchés et qu'ils soient dans l'entreprise. Parce qu'ils ont eu le temps d'apprendre leur métier, de connaître l'environnement et de dire, c'est ça que je veux faire. Voilà. Et cette solution de CFA d'entreprise, elle est possible pour toutes les tailles d'entreprise ? Comment ça se passe en fait ? Concrètement, comment je crée aujourd'hui un CFA d'entreprise si j'ai envie de... Alors oui, c'est possible pour tout type d'entreprise, les TPE, les PME, les plus grosses entreprises également. Et je rajouterais même ce qui a été dit par Madame Chattard, c'est qu'on va venir, nous, avec ce parcours pédagogique également, puisque l'alternance, c'est une formation qui va combiner à la fois la théorie et la pratique en salle de classe, mais également des périodes professionnelles sur poste en entreprise. On va se mettre en lien, donc en étroite collaboration avec la société également pour laquelle nous recrutons, nous formons et nous venons qualifier ces personnes. Donc nous allons y incorporer de la culture d'entreprise, mettre un sentiment d'appartenance, ce qui va faciliter aussi l'intégration de ce collaborateur au sein de la société. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça permet du côté de l'employeur, à l'issue de la formation, une embauche en toute confiance. Ok. Et quand on parle de mixité, je ne peux pas m'empêcher, je suis désolée, de parler de mixité des métiers, donc de féminisation de certains métiers industriels particulièrement. Donc c'est resté aussi attractif. C'est pas que dans le numérique, c'est pas que les avocats ou les médecins qui sont 50-50 à parité pratiquement, mais aussi dans l'industrie. Ça fait partie de l'attractivité économique, ça fait partie de l'attractivité marque employeur. Enfin, tout ça est très corrélé parce que, par exemple, dans le numérique, nous n'avons que encore, mais ça progresse, espérons. Les statistiques sont de 27,6% de femmes dans les métiers du numérique. Dans l'industrie, il y a plein d'initiatives et à Saint-Manistoff, on met en partage cette mixité de différentes initiatives. Dans le nucléaire, c'est un grand sujet pour aller chercher des talents féminins. Barbara ? Oui, juste un mot aussi, puisqu'on parle de mixité. Donc la mixité, c'est aussi la mixité des générations. Toutes les entreprises ont beaucoup de difficultés à recruter. Moi, j'aimerais juste donner un chiffre, c'est que nous, dans nos prévisions, les intentions de recrutement des entreprises, alors pour les cadres, pardon, mais je n'ai pas les données sur les non-cadres, il y a 20% des recrutements qui vont s'orienter vers les jeunes. Alors c'est très bien parce que c'est remonté et les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur aujourd'hui s'intègrent très bien et on en est très content. En revanche, il n'y a que 6% des intentions de recrutement qui s'orientent vers des personnes de 55 ans et plus. Alors, il y a quand même un petit sujet d'actualité, je crois que c'est l'allongement de la durée du travail. Aujourd'hui, un cadre qui a 55 ans, sa carrière n'est pas finie. Et nous, à l'APEC, on accompagne beaucoup de cadres qui ont 55 ans et plus, qui sont brillantissimes, qui ont beaucoup de talent, qui ont des expériences extraordinaires, des carrières remarquables, et qui sont sur le bord de la route. Voilà. Et je pense qu'il faut aussi penser à ça. Et si recruter un senior, ça pouvait aussi être une solution à ces tensions de recrutement. Mais il coûte cher ? Alors, merci, parce que ça me permet d'en parler. Alors, il y a beaucoup de préjugés sur les seniors. C'en est un, mais il y en a beaucoup d'autres. Ils coûtent cher, ils ne sont pas adaptables, le digital, ce n'est pas fait pour eux. Je vous promets qu'on voit des seniors qui ont la digital attitude, bien plus que certains jeunes. Voilà. Et puis on a parlé tout à l'heure des soft skills. Souvent, ils ont ces soft skills. Voilà.
Et ils demandent qu'à intégrer une entreprise. Et en plus, contrairement aux jeunes, et c'est tout à fait normal, qui sont un peu volatiles et qui construisent leur expérience, un senior, il ne va pas forcément quitter l'entreprise 2 ou 3 ans plus tard, parce qu'il a envie de, s'il sent bien, il va rester jusqu'au bout, quoi. Voilà. Donc un petit appel comme ça. Voilà. Ok, donc intérim, appel aux seniors, création de CFA, apprentissage, on a évoqué pas mal de choses. Est-ce que vous avez des questions sur d'autres points, des témoignages, des problématiques dans votre entreprise? Madame. Bonjour, Delphine Co, je suis avocate, en particulier en droit du travail. Donc la thématique m'intéresse beaucoup. Je suis employeur moi-même, j'ai du mal à fidéliser, comme tout le monde. Et un point qui me paraît important, on a parlé du salaire tout à l'heure, on en reparlait là. Et je voulais dire à toutes les personnes qui sont ici et qui sont entrepreneurs, employeurs, PME, qu'il n'y a pas que le taux horaire et qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte. On a parlé des primes, ça c'est très bien, mais il y a aussi beaucoup de charges sociales sur les primes, il y a les mêmes. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent être utilisés en fait par des employeurs, et y compris par des tout petits employeurs qui, à partir de 1 salarié, on peut mettre en place un intéressement, on peut mettre en place des tickets restaurants, on peut mettre en place des chèques vacances et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et quand on met tout ça bout à bout, moi j'ai fait la démonstration que sur un salaire, un petit salaire, un salaire entrant, on peut pratiquement doubler un salaire à la fin de l'année. Avec tout ça, on a les primes Macron qui aujourd'hui peuvent être extrêmement majorées lorsqu'il existe un accord d'intéressement dans l'entreprise. On peut donner beaucoup, beaucoup de cette manière-là aux salariés. C'est avantageux pour le salarié parce que ce n'est pas imposable, je le rappelle, c'est donc très important pour eux. C'est direct pouvoir d'achat. Et par ailleurs, pour l'employeur, il n'y a pas de charge sociale. Et on sait très bien que pour tous les employeurs de TPE, PME, pas que, mais bien sûr, c'est important. Donc vraiment, à mobiliser des choses qui existent, ça existe et pas à chercher très loin, c'est très facile d'utilisation, c'est très accessible, y compris pour 1, 2, 3 salariés. Voilà. Merci de cette proposition. Alors, vous avez ici une question, madame. Bonjour, je me présente, Christina Santos, responsable développement du centre de formation Institut de régulation et d'automation à Arles. Nous sommes historiquement centre de formation sur les métiers du contrôle-commande, notamment instrumentation, régulation. Et je voulais juste apporter un témoignage sur un dispositif ou un élément qui n'a pas été évoqué, c'est que le contrat de professionnalisation est évidemment ouvert aux plus de 29 ans, puisque l'apprentissage est destiné aux personnes jusqu'à 29 ans. Et notamment les demandeurs d'emploi peuvent justement aussi apporter des aides financières par le Pôle emploi. Donc on peut aussi penser à une reconversion, donc trouver des personnes demandant d'emploi avec donc des aides du Pôle emploi et aussi les 6 000 € d'aide, y compris sur le contrat de pro expérimental qui d'ailleurs s'éteint cette année. Et c'est dommage que les entreprises ne pensent pas à l'utiliser puisque ça permet de proposer des formations sur mesure aux besoins des industriels. Voilà, donc je souhaitais le signaler puisque je suis sur un projet de ce type-là en ce moment. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions sur ces points-là? Alors, si je reprends moi le thème général donc, de cette table ronde qui était comment sécuriser la production, et je reviens sur mon dada de dire on a peut-être parfois besoin d'embaucher vite parce que les carnets de commandes quand ils se remplissent, il faut bien des gens pour pouvoir aujourd'hui les pratiquer, les exercer, les mettre en musique. Vous avez parlé de l'apprentissage tout à l'heure. L'apprentissage, ça requiert quand même, je suis un peu surpris que ça n'ait pas été dit, une notion de tutorat, de mentorat, d'accompagnement dans l'entreprise. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette problématique de trouver dans l'entreprise des gens qui vont pouvoir accompagner ces personnes qui arrivent? Si un pâtissier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, arrive dans une entreprise industrielle, je pense qu'il va quand même falloir qu'il y ait aussi, sur le plan culturel, mais aussi sur le plan pratique, une action avec des personnes qui sont déjà dans l'entreprise depuis pas mal de temps. Donc comment fonctionne aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne encore, cette intergénération dans l'entreprise, qui est peut-être un peu la solution aussi pour qu'on puisse très rapidement répondre à cette problématique de sécurisation de la production? Alors, c'est vrai, comme on l'a dit, on travaille en amont avec l'entreprise. Et forcément, quand on travaille en amont avec l'entreprise, on a identifié, en tout cas, quelqu'un qui pourrait être le tuteur ou le parrain du futur apprenti. Et quand on met en place ce dispositif de formation, on accompagne aussi ces tuteurs. C'est-à-dire qu'il est très important qu'on puisse d'abord les accompagner sur un accompagnement en leur précisant ce qu'on attend d'eux, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Et puis ensuite, on fait aussi
un accompagnement nous-mêmes, équipe pédagogique, un suivi en entreprise régulier avec le tuteur. C'est presque un trio, hein. C'est l'apprenti, le tuteur, le formateur référent ou responsable pédagogique, pour justement amener ce jeune vers le métier attendu et vers les compétences attendues. Et tout au long de la formation, c'est de baliser et de s'assurer qu'on est bien en progression et qu'on n'a pas de décrochage et qu'on ne met pas en difficulté et le tuteur et le futur apprenti et qu'on est aux objectifs à atteindre. Merci. D'autres questions ou interventions sur ces sujets? Alors, oui. Ah pardon, je ne vous avais pas vu tout en haut. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Louis Hoguel de l'entreprise Eurenco sur Sorgues, près d'Avignon. Nous, on expérimente des difficultés de recrutement, de trouver tout simplement des candidats sur certains profils, notamment R&D, les profils techniques. Quelles seraient les clés pour pouvoir avoir un vivier suffisant en dehors des solutions classiques type relations école, etc. Merci. On va rappeler votre activité. Vous êtes dans les poudres, explosifs, etc. Voilà, donc une activité qui aussi, par rapport au sens qu'on peut donner pour certains jeunes, malheureusement, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, peuvent aussi être un peu problématiques parfois. Mais c'est une des très très grandes entreprises de notre région, Eurenco. Donc, alors la question est importante parce qu'ils embauchent beaucoup. Donc, qui peut répondre à cette problématique-là? Oui, alors effectivement, au-delà des méthodes classiques, un des outils, et ça peut paraître paradoxal, c'est la collaboration. En fait, la compétence, on ne l'a pas, on a du mal à la trouver, alors quelqu'un d'autre peut l'avoir. Alors l'idée, c'est pas évidemment d'aller la chercher de force, mais au moins déjà de commencer par une période, on va dire, de travail commun, et puis un jour ou l'autre, on le voit, alors pas souvent, mais on le voit quand même, il y a effectivement un transfert de compétences qui s'effectue, pour plein de raisons. Mais en tout cas, déjà à la base, on a résolu le problème, c'est de faire la tâche. Alors on ne l'a fait pas seul, certes, on l'a fait avec quelqu'un d'autre. Qui plus est, ces dispositifs, si on est en collaboration, en technologique, ça peut se financer. Donc il y a pas mal d'avantages. Alors évidemment, ça demande du boulot, ça demande de l'encadrement, mais en tout cas, quand on va commencer à chercher ailleurs de la compétence techno à travers des projets ou des programmes, on est à peu près sûr de trouver ce qu'on cherche. Et après, c'est la manière dont on va l'intégrer qui va varier suivant les cas. Alexandre ? La question est hyper compliquée et il n'y a pas de solution en fait. Bon, s'il y a une solution, je serais hyper riche parce que je répondrais aux problématiques de toutes les entreprises. Après, il faut tester. Dans les startups, on parle beaucoup de test and learn, donc il faut expérimenter plein de choses. Alors, vous l'avez dit, relations école, c'est classique. On peut passer par Pôle emploi, la PEC, etc. Mais après, il faut travailler aussi, on l'a évoqué tout à l'heure très rapidement, la marque employeur, donc développer du marketing RH, former les RH à des aspects marketing. Recruter, on a parlé de soft skills, on a évoqué hyper rapidement ce que c'était les soft skills et aujourd'hui il n'y a pas de définition commune des soft skills, mais c'est comment recruter différemment. Je parlais tout à l'heure justement de ces boulangers pâtissiers qui sont devenus opérateurs pour une industrie pharmaceutique. Voilà, il faut tester, il n'y a pas de solution miracle, il faut expérimenter et puis après c'est des cycles, aujourd'hui c'est difficile de trouver, dans 5 ans ce sera peut-être plus facile. Il faut créer des coopérations, il faut raisonner en écosystème, il faut s'ouvrir aux freelances, aux open talents, comment s'appellent les personnes qui font du temps partagé, etc. Voilà. En fait, c'est d'aller chercher ça, d'aller chercher d'autres industriels pour dire comment on peut partager nos compétences ensemble. Bref, créer cette collaboration, ce modèle écosystémique qui rentre de plus en plus dans nos organisations et qui devient de plus en plus important. Je rappelle, l'industrie automobile a expérimenté ce modèle-là il y a 30 ans à peu près. Avant, un constructeur automobile faisait tout en interne. Et puis après, on a vu des équipementiers de rang 1, de rang 2, de rang 3, de rang 4. Et aujourd'hui, en fait, c'est un écosystème, l'automobile. Aujourd'hui, toute entreprise doit raisonner en tant qu'écosystème. Voilà. Donc, je suis désolé, il n'y avait pas de solution miracle. Enfin, moi, à ma connaissance, je n'ai jamais vu une seule entreprise révolutionner et résoudre son problème de recrutement comme ça, en un claquement de doigts, avec un outil digital en plus. Ça s'appelle de juste aller chercher les bonnes pratiques qui sont un petit peu partout et trouver la bonne pratique qui me va bien pour mon organisation aussi. Au niveau des réseaux, qu'ils soient technologiques ou autre chose, il y a beaucoup de gens qui sont généralement en fin de carrière, qui ont un peu de temps libre, donc pour certains, et qui sont prêts en fait à donner de leur personne, des fois gratuitement d'ailleurs, pour venir vous aider sur un problème précis. Donc par contre, effectivement, il faut être dans le bon réseau, au bon moment, au bon endroit, mais ça peut être une piste intéressante. Et il y a
Au niveau des pôles, il y a des comités experts, par exemple, des gens qui viennent abonder avec leurs connaissances sur certains domaines et ils le font, on va dire, parce qu'ils ont envie de le faire. Et donc, quand vous tombez sur quelqu'un comme ça, vous êtes capable assez rapidement d'engager quelque chose. Et alors, ce ne sera pas une embauche, évidemment, mais ce sera quelqu'un qui pourra vous apporter un savoir, une connaissance, sans avoir un engagement monumental de l'autre côté, quoi. Peut-être un exemple concret, il y a une entreprise dans l'industrie de la musique et un opérateur télécom, ils se sont mis ensemble pour recruter. Alors ils ne recrutent plus un candidat pour un poste, ils recrutent une équipe pour un projet, et le projet peut être soit chez l'opérateur télécom, soit dans cette industrie musicale. Ça change le recrutement. En fait, ça ouvre les portes à avoir de nouvelles candidatures qu'on n'aurait pas pu obtenir si on avait une approche ultra classique. Donc en effet, France, tu as raison, il faut tester, il faut voir un peu les bonnes pratiques. C'en est une, et il y en a des milliers, il faut l'adapter. Après, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur le greenwashing dont on a parlé. Il faut que ça soit clairement aligné aussi avec votre culture d'entreprise. Ça ne sert à rien de faire semblant, ça ne marchera jamais. Je voudrais rebondir parce que c'est vrai que vous voyez qu'on est assez nombreux sur cette table ronde, finalement, avec chacun un domaine de compétences. Mais en fait, ce qui est important, c'est que vous ne restiez pas seul. Voilà. C'est que nous, effectivement, à un moment donné, avec une problématique, il y a des acteurs, chaque acteur a un rôle à un moment donné, et on trouve les solutions. On ne trouve pas toutes les solutions, mais on trouve des solutions. Donc je dirais que c'est ça un peu la solution pour moi, c'est ne restez pas seul. On peut se mobiliser, on peut mutualiser plusieurs entreprises qui ont une même problématique, et on trouve des solutions. Voilà. Écoutez, je crois que c'est une belle conclusion pour cette table ronde, forcément trop courte, mais vous savez qu'on a un timing qui est assez serré, donc on est arrivé jusqu'à maintenant à le tenir. Je voudrais que vous remerciez de vos applaudissements les personnes qui ont participé à cette table ronde, y compris avec des petits changements de dernière minute. Excusez-moi, monsieur. Voilà. Et donc, vous pouvez sans doute continuer à discuter avec eux sur leur stand, puisque le but est quand même d'alterner les ateliers qui se passent ici, ou les tables rondes, si on peut appeler ça les tables rondes, et puis la présence sur les stands. Mais moi, je trouve qu'on a quand même donné pas mal de solutions pratiques et concrètes sur des questions qui ont été posées, y compris en effet sur des entreprises d'une très très grande taille pour notre région. Et merci d'être avec nous, monsieur. Ça met bien en valeur le travail qu'on fait dans le business et dans le pré, que vous soyez venu de Sorgues pour notre réunion. Merci et à très vite. Merci.